Mais c'est marrant parce que comment continuer à croire qu'Emmanuel Macron dise la vérité une fois de temps en temps ? Je veux dire, il y a encore la semaine dernière, il disait qu'il voulait nommer un Premier ministre sous 24 heures. C'était la semaine dernière. Il a menti sur ça. Moi, je pensais qu'il était prêt, qu'il savait quel Premier ministre il nommerait. Bon, il a menti. En 2017, quand il a été élu, il avait dit je veux qu'à la fin de l'année 2017, il n'y ait plus une personne qui dorme à la rue. Sur ça aussi, de toute évidence, il avait menti. Monsieur Macron ment sans arrêt. Donc, moi, je persiste à penser qu'il faudra de toute façon un retour aux urnes, puisque nous sommes dans une situation de blocage. En attendant, ce que je pense, c'est que le président de la République est le verrou démocratique qui existe en ce moment dans notre pays et que c'est lui qui doit partir pour permettre l'expression du peuple français. En attendant, vous devriez être quand même au moins à moitié ou à un quart ou à un tiers content, puisqu'il se murmure que le Premier ministre serait de gauche. Alors, quelle gauche ? J'attends de voir ce que ça veut dire. Mais il faut bien voir pourquoi Emmanuel Macron essaye de faire ça et pourquoi en particulier il essaye de faire craquer une partie de la gauche du nouveau Front populaire à l'intérieur et de le faire entrer à l'intérieur du gouvernement. C'est parce que ce dont il a besoin, c'est d'exploser le nouveau Front populaire. Il a bien vu lors des élections législatives, alors même qu'il essayait de se débarrasser de la gauche à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le nouveau Front populaire ne s'explose pas de lui-même ? Non, je ne crois pas, je n'espère pas. Imploser, moi, j'espère que nos camarades socialistes, écologistes et communistes reviennent à la raison et se disent que non, il n'y a rien à discuter avec des gens avec qui nous n'avons de toute évidence rien à voir sur le programme économique, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais sur le programme démocratique non plus. Nous proposons une 6e République. Or, là, il s'agit d'aller sauver d'une certaine manière cette 5e République agonisante. Anoït Léaumont exprime fermement son désaveu envers le président français Emmanuel Macron, appelant à son départ immédiat du pouvoir. Léaumont critique la gestion du pays par Macron, qu'il considère comme une série de décisions nuisibles aux intérêts du peuple français. Selon lui, Macron incarne une politique néolibérale qui profite avant tout aux élites et aux grandes entreprises, tout en négligeant les préoccupations quotidiennes des citoyens. Léaumont dénonce la manière dont Macron a traité les mouvements sociaux, notamment les Gilets jaunes, qu'il a réprimés violemment au lieu de les écouter et de prendre en compte leurs revendications légitimes. Il critique également sa gestion de la crise sanitaire et économique, où des choix controversés, comme les restrictions liées à la pandémie, ont été perçus comme autoritaires et déconnectés de la réalité vécue par de nombreux Français. Léaumont souligne que la présidence de Macron a été marquée par une déconnexion croissante entre les élites politiques et la population, ce qui a conduit à un sentiment de frustration et de mécontentement généralisé. Il considère que Macron n'a pas été à la hauteur de la tâche et que son maintien au pouvoir met en péril la démocratie et l'unité nationale. Pour Léaumont, il est impératif que le président se retire pour permettre à la France de retrouver un chemin plus juste, plus solidaire et plus respectueux de ses citoyens. Dans sa vision, le départ de Macron est non seulement une nécessité pour apaiser les tensions sociales, mais aussi une chance pour le pays de rétablir une politique réellement au service de l'intérêt général, loin des logiques de pouvoir et des compromis avec des intérêts financiers. Et gouvernementale sur un texte de niche parlementaire, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République, alors que l'abrogation de la réforme des retraites, c'est quelque chose qui est demandé par une majorité du peuple français. Donc les macronistes sont incapables de faire des concessions sur quoi que ce soit. Je ne vois pas bien l'intérêt d'aller en discuter avec Emmanuel Macron, qui est le premier non-négociateur en chef des macronistes. Le même scénario s'était produit avant la formation du gouvernement Barnier. Donc est-ce qu'on s'attendait pourquoi est-ce qu'on devait s'attendre à autre chose cette fois-ci ? Mais c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas compris pourquoi nos camarades du nouveau Front populaire des autres partis que la France Insoumise sont allés participer à ces discussions. Par ailleurs, ça donne une impression un peu de tambouille, parce que certains ont dit qu'il fallait gouverner de LR jusqu'au nouveau Front populaire, exclu les Insoumis et le Rassemblement national pour essayer de faire une espèce de grande coalition à l'allemande. Sauf que je pense que les gens qui ont voté les Républicains, c'est pas pour avoir des gens du Parti Socialiste, et les gens qui ont voté pour la France Insoumise, c'est pas pour avoir des Monsieur Retailleau. Donc je ne vois pas bien quel attelage on pourrait faire à l'intérieur de quelque chose qui va des Républicains jusqu'au nouveau Front populaire. Jules Torres. Antoine Léaumont, vous les menacez de quoi vos collègues du nouveau Front populaire qui aujourd'hui veulent une coalition avec Emmanuel Macron? Vous les menacez de les faire plier au municipal? Non. Qu'en cas de nouvelle dissolution, vous ne partiez pas ensemble? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, une motion de censure qui sera déposée par la France Insoumise avec l'article 49.2, si jamais c'est un attelage
qui va jusqu'aux Républicains, par exemple. Donc, en fait, il y aura de toute façon un vote à un moment donné pour savoir si les gens se placent en soutien du gouvernement qui sortira de cette période ou en opposition vis-à-vis de ce gouvernement. Voilà, c'est pas une menace contre nos camarades du Nouveau Front Populaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils reviennent à la raison, qu'ils comprennent que ça ne sert pas à grand-chose d'aller discuter avec Emmanuel Macron, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de proposer une coalition avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous sur l'essentiel des mesures. Je veux dire, l'abrogation de la réforme des retraites. La droite est pour la faire carrément à 65 ans, donc on peut pas être d'accord. L'augmentation des salaires et notamment du SMIC à 1600 €. La droite est en opposition totale vis-à-vis de ça et les macronistes particulièrement. Bon, je ne vois pas bien ce qu'on a à se dire exactement. Nous avons des visions qui sont contraires et ce qu'il faut, c'est que maintenant les Français puissent trancher, qu'ils puissent revenir aux urnes et pour ça, la seule solution démocratique possible désormais, c'est le retrait du président de la République et un retour aux urnes sur la question du président de la République lui-même. Président de la République qui a affirmé aujourd'hui sa volonté de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale d'ici la fin de son mandat en 2027, en répétant encore, il y a encore quelques jours, lors de l'allocution officielle, qu'il comptait, rester à son poste jusqu'en 2027 parce que c'était la Constitution, parce qu'il était mandaté pour ça par les Français qui ont voté dans leur ensemble pour lui. Et que c'était de la fiction, je crois que c'est ça le mot. Il a mis un cap de 30 mois surtout. Mais c'est marrant parce que comment continuer à croire qu'Emmanuel Macron dise la vérité une fois de temps en temps? Je veux dire, il y a encore la semaine dernière, il disait qu'il voulait nommer un Premier ministre sous 24 heures. C'était la semaine dernière. Il a menti sur ça. Moi, je pensais qu'il était prêt, qu'il savait quel Premier ministre il nommerait. Bon, il a menti. En 2017, quand il a été élu, il avait dit je veux qu'à la fin de l'année 2017, il n'y ait plus une personne qui dorme à la rue. Sur ça aussi, de toute évidence, il avait menti. Monsieur Macron ment sans arrêt. Donc, moi, je persiste à penser qu'il faudra de toute façon un retour aux urnes, puisque nous sommes dans une situation de blocage. En attendant, ce que je pense, c'est que le président de la République est le verrou démocratique qui existe en ce moment dans notre pays et que c'est lui qui doit partir pour permettre l'expression du peuple français. En attendant, vous devriez être quand même au moins à moitié ou à un quart ou à un tiers content, puisqu'il se murmure que le Premier ministre serait de gauche. Alors, quelle gauche? J'attends de voir ce que ça veut dire. Mais il faut bien voir pourquoi. Il faut bien voir pourquoi Emmanuel Macron essaye de faire ça et pourquoi en particulier il essaye de faire craquer une partie de la gauche du Nouveau Front Populaire à l'intérieur et de le faire entrer à l'intérieur du gouvernement. C'est parce que ce dont il a besoin, c'est d'exploser le Nouveau Front Populaire. Il a bien vu lors des élections législatives, alors même qu'il essayait de se débarrasser de la gauche à l'Assemblée nationale. Le Nouveau Front Populaire ne s'explose pas de lui-même. Non, je ne crois pas. Je n'espère pas. Imploser, moi, j'espère que nos camarades socialistes, écologistes et communistes reviennent à la raison et se disent que non, il n'y a rien à discuter avec des gens avec qui nous n'avons de toute évidence rien à voir sur le programme économique, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais sur le programme démocratique non plus. Nous proposons une 6e République. Or, là, il s'agit d'aller sauver d'une certaine manière cette 5e République agonisante. Puisque le PS, en l'occurrence, ne veut pas de 6e République. Il veut encore, il croit aux institutions de la 5e. Nous avons défendu ensemble l'idée d'avancer vers la 6e République dans le programme. Vous êtes sûr de ça ? Avons fait. Oui, nous avions fait. En tout cas, dans le programme de la NUPES, j'ai la certitude du fait que nous avions défendu la 6e République. En 2022. Donc il n'y a pas que le président de la République qui change d'avis. Moi personnellement, je ne change pas d'avis, mais j'aimerais quand même que nos compatriotes s'interpellent sur ce sujet-là, parce que là, il y a une situation de blocage qui est due donc à une personne. Et ce qu'ont proposé beaucoup les Gilets jaunes, et que nous avons repris d'ailleurs dans nos propositions, c'est qu'il puisse y avoir des référendums d'initiative citoyenne révocatoires pour dégager un élu en cours de mandat dont on estimerait qu'il ne correspond plus à la situation politique. Imaginez s'il y avait un référendum révocatoire dans notre pays pour l'ensemble des élus. Oui. Je pense y compris le président. Y compris le président. Je pense qu'Emmanuel Macron ne serait pas resté très longtemps président. Y compris si Jean-Luc Mélenchon était élu. Bien sûr, c'est l'idée. L'idée que ça. Vous craignez pas que ce soit un grand danger que à chaque fois finalement qu'on a un sondage CSA qui nous dit que 59% des Français veulent la démission du président de la République. Pardonnez-moi, ce serait quand même très dangereux. Enfin, si à chaque fois que les Français ne sont pas contents d'un élu, il doit déguerpir, ça crée une situation qui est quand même complexe. Je pense que nous avons oublié une chose, c'est que les élus sont là pour accomplir la volonté du peuple français. Ils sont pas là pour accomplir leurs souhaits, leurs idées. Non, la démocratie parlementaire et représentative, son objectif, c'est de faire en sorte que la volonté du peuple français s'exprime dans des institutions. Et les élus sont là pour respecter la volonté du peuple. Donc si le peuple n'a plus envie d'avoir certains élus, il a le droit de les chasser. En tout cas, c'est ce que nous défendons à la France Insoumise. Léomande, est-ce que quand on entend effectivement le nouveau Premier ministre intérimaire syrien qui promet stabilité et calme au peuple syrien, interview à Al Jazeera, est-ce que vous êtes inquiet du pouvoir djihadiste qui s'installe en Syrie ?
Moi, j'attends de voir. Je reste évidemment méfiant parce que le chef de l'organisation HTS, c'est quelqu'un qui a participé avec Al-Nosra aux guerres en Syrie. Donc, je reste assez méfiant. C'est un djihadiste. Oui, je reste très méfiant vis-à-vis de ce personnage. Je suis néanmoins satisfait de la chute de Bachar el-Assad, puisque Bachar el-Assad et le clan el-Assad quand même dirigeaient la Syrie depuis 54 ans et sont parmi les gouvernements les plus autoritaires et les plus violents vis-à-vis du peuple syrien qui ont été dans ce pays. Donc voilà, après nous attendons de voir la suite, mais je suis très inquiet, oui. Gilles William Goldnadel. Je dois vous avouer que, monsieur le député, que vous avez fait ma joie aujourd'hui. Vraiment, je vous le dis, franchement, ma joie. Alors que ma voiture cinglait vers Europe 1, et que je ne savais pas encore que j'allais eu le plaisir et l'honneur de vous rencontrer, j'ai vu un tweet que vous avez fait. D'accord. Il est exceptionnel, votre tweet, sincèrement. Vous demandez, vous êtes en train de railler un monsieur André Cotarac. Andrea Cotarac, parce qu'il est à la droite du tyran Assad. Oui. Et vous demandez à ce qu'un journaliste interroge Madame Le Pen pour demander que faisait ce proche de Madame Le Pen près du tyran Assad. Oui. Et monsieur Cotarac vous a répondu. Oui, un mensonge, oui. Ah bon? Oui. Ah bon. Enfin, en tous les cas, à destination. Moi, il me semble. Non, attendez. Est-ce qu'on peut recontextualiser, s'il vous plaît? Faut expliquer ce qu'il a dit. Faut expliquer ce qu'il a dit. Non. Monsieur André Cotarac vous indique simplement que lorsqu'il est allé voir monsieur Assad, pour la première fois, il était membre et élu de la France insoumise. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours. Il y a des transfuges. André Cotarac, c'est vrai, est un transfuge. Il était à LFI avant. Et il est allé au Rassemblement National. Il est allé au Rassemblement National, effectivement, parce que sans doute qu'il a trouvé que ses intérêts étaient plus intéressants. D'accord. Mais la France insoumise avait mandaté André Cotarac pour faire une seule chose, pour faire une campagne d'appel de la France insoumise, campagne qui n'a jamais été mise en place par André Cotarac, qui est globalement un paresseux, mais qui effectivement est allé en Syrie, non pas à la demande de la France insoumise. Nous lui avons jamais demandé ça. C'est ce qu'il dit dans le tweet. Et il était élu de la France insoumise. Il y allait de son propre chef. Non mais d'accord, mais il était bien membre de la France insoumise. Et alors, je suis pas d'accord avec ce déplacement. Non mais vous, ce que vous dites, c'est que vous contestez le mandat. Pas plus, attendez, que nous lui avions demandé de faire un déplacement en Crimée, dans lequel il était allé rencontrer, par exemple, Madame Marion Maréchal Le Pen, puisqu'il était déjà en train de préparer à ce moment-là sa trahison de la France insoumise. Non mais attendez. Donc, Monsieur Cotarac, à ce moment-là, n'était plus au Front National. Monsieur Cotarac est pris en photo à côté de Monsieur El-Assad, et au moment où il est pris en photo à côté de Monsieur El-Assad, il n'est pas du tout membre de la France insoumise, il est membre du Rassemblement National. Et moi, j'aimerais bien que Madame Le Pen nous explique pourquoi Monsieur Cotarac, au nom du Rassemblement National, est allé rencontrer Monsieur El-Assad. Et apparemment, au nom du Rassemblement National, parce qu'il était membre du Rassemblement National. Il a fait une photo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Il était donc bien content et mandaté par le Rassemblement National pour y aller. Il a fait 3 déplacements en Syrie, en 2018, en 2019 et en 2021. Personne n'a jamais demandé chez nous de le faire. Ça, malheureusement, je ne sais pas. Et de la même manière que vous ne savez pas que Marine Le Pen lui a demandé d'aller également en Syrie. Vous avez une photo de Monsieur Cotarac en 2018 avec Monsieur El-Assad? Il y en a une? Non. Non, voilà. Donc il le dit, il l'affirme. Moi, je ne sais même pas s'il y allait ou s'il y est pas allé. De fait, il l'était en novembre 2018. Vous avez des informations que nous n'avons pas. Et s'il y est allé, il n'y est pas allé au nom de la France insoumise, puisque nous lui avons jamais demandé de faire ça. À ce moment-là, il était élu de la France insoumise. Donc vous, ce que vous dites, qu'on comprenne bien, parce qu'il fait les voyages qu'il veut et il fait les trahisons qu'il veut. Mais aujourd'hui, je constate qu'il est au Rassemblement National après nous avoir trahi à une semaine ou 2 semaines du premier tour de l'élection européenne, de l'unique tour d'ailleurs de l'élection européenne avec votre permission, de William Goldnadel. Et ensuite, il est allé rencontrer Monsieur El-Assad comme membre du Rassemblement National, s'afficher avec lui, faire une photo avec Monsieur Mariani, qui est aujourd'hui eurodéputé du Rassemblement National. Et je pense que les comptes sont à demander à Madame Le Pen. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons toujours été clairs vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad. Oui, nous avons toujours été clairs et nous avons condamné par la voix de Jean-Luc Mélenchon depuis 2011 dans un communiqué du Parlement européen, puisque M. Mélenchon était député européen à cette époque-là, le régime de M. El-Assad. Donc il n'y a pas de... Donc tout le monde à la France insoumise a été clair avec le régime de Bachar el-Assad, y compris Rima Hassan. Rima Hassan aussi. Oui, elle a condamné le régime Assad, Madame Rima Hassan. Elle a condamné.
Il me semble, oui. Avant que le tyran tombe, Madame Rima Hassan avait condamné Monsieur Assad. J'ai pas tout l'historique, mais pour ce qui concerne la France insoumise, mais moi je ne connais pas l'intégralité des publications de Rima Hassan. Apparemment, vous êtes un expert, donc vous pouvez potentiellement me le dire. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez en 2011 une résolution qui est signée par Jean-Luc Mélenchon, qui a dit: je vote pour ce rapport qui condamne fermement la terrible répression que le régime syrien fait subir à son peuple. Aucun pouvoir ne sera jamais légitime qui massacre son peuple. En Syrie, la révolution citoyenne est la voie du futur. C'est en 2011. Je ne sais pas si tout le monde a eu ce niveau de clarté à cette période-là, comme l'avait eu Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai jamais vu, en tous les cas, je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi compréhensif avec les bombardements sur les civils syriens. Non, c'est pas vrai. Ah non, d'accord. Que monsieur Mélenchon, qui explique même. Ah bon, d'accord, écoutez-vous. Personne n'échappe à son destin. Non, mais vous ne m'empêcherez pas d'aller jusqu'au bout de ce que je vous dis. Après, vous me contredirez. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit: vous savez, la guerre, c'est la guerre. Oui, il y a des civils morts. C'est comme ça. Alors que quelques années après, il parlera de génocide à propos d'un peuple pogromisé. J'ai jamais vu quelqu'un aussi réaliste par rapport au bombardement des civils à un certain moment, et aussi accusateur par rapport à des gens qui ont été agressés. Jean-Luc Mélenchon a toujours été clair sur les bombardements des civils, et particulièrement sur l'élément que vous évoquez à propos des bombardements qui ont eu lieu dans le nord de la Syrie. Il s'agissait d'une invasion turque dans le nord de la Syrie, où nous avions nos alliés kurdes qui combattaient Daesh. D'accord ? Ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là, c'était que les bombardements qui étaient faits par la Syrie, l'armée syrienne, allaient frapper la Turquie, qui s'en prenait aux Kurdes qui combattaient Daesh. Voilà. La journaliste, elle lui dit: mais enfin, quand même. Nous sommes des alliés des Kurdes. Mais non, c'est pas ça, monsieur le député. Quand les Kurdes sont attaqués, quand les Kurdes du Rojava sont attaqués, qui sont nos partenaires, qui sont nos proches, qui sont les gens qui se battent contre Daesh, qui se sont battus contre Daesh sur le terrain. Donc, là, à ce moment-là, quand la Turquie attaquait pour attaquer les Kurdes en Syrie, nous étions du côté des Kurdes. Oui, mais à ce moment-là, avec un très beau réalisme, un peu cruel, mais réalisme quand même, la journaliste lui fait remarquer que ce sont des civils, qui sont massacrés. Et monsieur Mélenchon dit: vous savez, oui, la guerre, malheureusement, il y a des civils qui sont tués. Très beau réalisme dont il a changé ensuite. Mais c'est vrai, et nous avons demandé à ce que M. Al-Assad soit condamné pour les crimes de guerre qu'il avait commis en Syrie. Mais nous demandons l'arrestation de M. Al-Assad comme l'arrestation de M. Netanyahou. Nous sommes cohérents, voyez-vous, quand il y a des gens qui commettent des crimes de guerre et des potentiels crimes contre l'humanité. Mais les Turcs, ils n'utilisaient pas des boucliers civils, monsieur le député. Pardon ? Les Turcs n'utilisaient pas des boucliers civils. Quand vous dites qu'il y a des bombardements sur les civils, ce qu'Israël dit quand il bombarde les civils, c'est que les gens en face utilisent des boucliers civils, mais ça c'est une manière de justifier le bombardement de civils, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, parce que je considère que bombarder des civils, bombarder des enfants en particulier, c'est une forme d'agression qui demande d'être jugée comme crime de guerre et potentiel crime contre l'humanité. Mais là, moi je me réfère au droit international. Sur le droit international, il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou, puisque c'était le cas que vous évoquiez, contre un responsable du Hamas dont probablement il a été tué en réalité. Et je demande aussi que M. Assad soit jugé pour les crimes de guerre. Vous auriez pu le demander avant. Vous auriez pu. Non, mais attendez. Mais on l'a demandé. Il n'y a pas. Nous l'avons demandé à ce que M. Assad soit jugé pour ces crimes. De la France insoumise simplement. Je constate simplement, et y compris. Pour conclure, Aloït Léaumont réaffirme que le départ de Macron est désormais incontournable pour permettre à la France de se redresser et de retrouver un gouvernement qui soit véritablement au service du peuple. Il met en lumière la fracture qui s'est creusée sous le mandat du président, une fracture entre les élites politiques et économiques, d'une part, et la population, d'autre part. Selon Léaumont, Macron a non seulement échoué à répondre aux aspirations profondes des Français, mais il a également exacerbé la colère populaire par ses choix politiques autoritaires, son incapacité à dialoguer et sa gestion économique qui a fait le jeu des plus puissants tout en laissant de côté les plus vulnérables. Le sentiment d'injustice, notamment vis-à-vis des gilets jaunes, des travailleurs précaires et des jeunes en quête d'un avenir stable, est une conséquence directe de l'échec de sa présidence. Léaumont va plus loin en soulignant que le maintien de Macron au pouvoir représente une menace pour la démocratie elle-même. Il considère que le président, en continuant d'ignorer la voix du peuple, met en péril la stabilité du pays et favorise une politique du déni qui ne peut que conduire à plus de révolte et de mécontentement. L'heure est venue,
selon lui, pour un changement radical, un changement porté par des idées nouvelles, par une approche plus humaine et plus proche des réalités vécues par les Français. Le départ de Macron ne doit pas être vu comme une fin en soi, mais plutôt comme un tournant, une chance de reconstruire un modèle politique plus juste, plus transparent et plus solidaire. Pour Léo Mon, ce n'est qu'en rendant le pouvoir au peuple, en redonnant de la voix aux citoyens et en renouant avec les principes démocratiques fondamentaux, que la France pourra retrouver son élan et son unité. Il appelle ainsi à une mobilisation collective, car, selon lui, seul un soulèvement populaire pourra permettre de tourner la page d'un quinquennat marqué par les échecs et les divisions. En somme, Léo Mon exige un changement de cap, une rupture avec une politique qui a perdu sa légitimité, pour construire un avenir où la politique sera enfin au service de l'intérêt général et de la justice sociale.